La femme de ménage ramassait les restes du restaurant. Le millionnaire la suivit et découvrit quelque chose de choquant. Thibaut Valois arrêta le verre de cristal à quelques millimètres de ses lèvres. Sa respiration se coupa net. Le murmure du restaurant le plus exclusif de Neuilly-sur-Seine disparut de son esprit, englouti par un bourdonnement assourdissant qui lui glaça le sang. Devant lui, à seulement 3 tables de distance, il y avait un fantôme. Ses partenaires allemands parlaient d'une fusion pharmaceutique de 50 millions d'euros. L'avocat gesticulait, montrant des graphiques de profit. Thibaut n'écoutait pas un seul mot. Ses yeux, sombres et habituellement froids, étaient fixés sur le poste de service dans le coin, où les serveurs jetaient les plats sales. Elle était là, Manon. Thibaut cligna des yeux avec force, pensant que le stress lui jouait des tours. Mais non. C'était la même femme qu'il avait abandonnée 5 ans auparavant. La même femme brillante, l'infirmière d'urgence avec un avenir impeccable, la seule personne qu'il avait aimée avant que son compte en banque n'ait 9 zéros. Mais la femme qu'il voyait maintenant ne ressemblait en rien aux souvenirs qui le tourmentaient pendant ses nuits d'insomnie. Elle portait un uniforme médical bleu marine, complètement usé et délavé par les lavages. Sur l'uniforme, un tablier de restaurant noir, taché de graisse et de sauce, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pressée. Ses mains, autrefois douces et précises pour panser les plaies, étaient maintenant enveloppées dans d'épais gants en caoutchouc jaune. Craqué par l'usage, Thibaut ressentit un coup physique à l'estomac. Il l'observa bouger avec une rapidité nerveuse, presque paranoïaque. Manon ne nettoyait pas les tables. Elle volait avec des mouvements calculés pour éviter que le gérant du restaurant ne la voie, raclant les restes de nourriture des plats raffinés, des morceaux de saumon à moitié mangés, du pain intact, des restes de risotto. Tout allait rapidement dans des sacs en plastique transparent qu'elle cachait dans un seau de nettoyage sous le poste de service. « Monsieur Valois, êtes-vous d'accord avec la clause d'exclusivité ?» demanda l'avocat, interrompant sa transe. Thibaut ne répondit pas, ne détourna pas le regard. Il vit un serveur en costume impeccable passer près de Manon et la pousser accidentellement de l'épaule. « Dégage, ordure !» siffla le serveur, agacé de devoir esquiver l'employé de nettoyage. « Si le gérant te voit encore fouiller dans les restes, il te vire aujourd'hui même. » Le magnat, habitué à détruire des entreprises rivales d'un simple appel, sentit l'air lui manquer. Il attendit que Manon se relève, qu'elle montre cette fureur indomptable qui l'avait toujours caractérisée. Il attendit qu'elle crie, qu'elle se défende, mais elle ne le fit pas. Manon baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent, soumises, vaincues. Elle murmura une excuse inaudible. Elle serra fort le sac en plastique rempli de restes et continua à nettoyer la table avec un chiffon sale. Cette image brisa quelque chose en Thibaut. La culpabilité qu'il avait enterrée sous des couches de costumes sur mesure, de voitures blindées et de manoirs de marbre, éclata soudainement. « Monsieur Valois !» insista le partenaire allemand, visiblement agacé par son manque d'attention. Thibaut lâcha le verre de cristal. Il heurta la table, renversant du vin rouge sur les documents millionnaires. Le liquide sombre s'étendit comme du sang sur le papier. « La réunion est terminée », dit Thibaut d'une voix si grave et rauque qu'elle fit taire tout le monde à table. « Quoi, Thibaut ? Nous sommes sur le point de signer. » Tenta d'intervenir son avocat, les yeux écarquillés. Thibaut se leva brusquement. La lourde chaise en chêne racla violemment le sol de marbre, attirant les regards de plusieurs convives de l'élite parisienne. Cela lui importait peu. Les 50 millions lui importaient peu. La fusion lui importait peu. Il fit un pas vers le poste de service. Il devait lui parler. Il devait comprendre comment la femme la plus intelligente qu'il connaissait avait fini par mendier les miettes des riches. Mais juste au moment où il allait traverser le salon, les doubles portes de la cuisine s'ouvrirent brusquement. Le gérant du restaurant apparut, agrippant Manon par le bras avec violence. « Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir dans le salon avec ces vêtements sales », lui cria le gérant à voix basse, mais chargé de venin. « Dans l'allée, sors tes ordures par derrière !» Manon ne résista pas, serra ses 2 lourds sacs en plastique transparent et disparut, poussé par le gérant vers les profondeurs de la cuisine. Thibaut serra les poings. Il ressentit une impulsion sauvage d'aller à la cuisine, de prendre le gérant par le cou et d'acheter ce maudit restaurant entier juste pour le virer sur le champ. Mais il s'arrêta. Si Manon le voyait là, vêtu d'un costume Tom Ford à 9 000 €, l'humiliation serait trop grande pour elle. Il devait d'abord connaître la vérité. Il devait savoir où elle allait. Sans saluer ses partenaires, ignorant les appels de son avocat, qui criait son nom dans le restaurant, Thibaut marcha rapidement vers la sortie principale. Le jeu avait changé. Le passé venait de percuter son présent. La nuit à Paris était chaude et oppressante. Thibaut sortit du restaurant presque en courant.
Le voiturier eut à peine le temps d'amener son SUV blindé couleur anthracite. Son chauffeur de sécurité privée lui ouvrit la porte arrière comme d'habitude. « Descends, Marc, je conduis aujourd'hui », ordonna Thibault d'un ton sec. Le garde de sécurité cligna des yeux, déconcerté. Thibault ne conduisait jamais. « Mais, monsieur Valois, les protocoles de sécurité. »« Descends de mon SUV maintenant », rugit Thibault. Le chauffeur obéit instantanément. Thibault monta sur le siège du conducteur, démarra le moteur V8 avec un rugissement sourd et accéléra brusquement, laissant derrière lui les lumières dorées et les vitrines de luxe de l'avenue principale. Il tourna le volant vers l'allée arrière du restaurant. Il arriva juste à temps. Sous la lumière vacillante d'un lampadaire cassé, il vit Manon sortir par la porte de service. Elle marchait vite, courbée par le poids des 2 grands sacs en plastique qu'elle portait. Elle n'avait ni sac ni veste, juste cet uniforme usé et des baskets trouées qui claquaient sur l'asphalte mouillé. Thibault éteignit les lumières du SUV. À une distance de sécurité de 50 mètres, il commença à la suivre. Le trajet fut une torture silencieuse. Manon marcha 5 pâtés de maison jusqu'à un arrêt de bus rouillé et vandalisé. Thibault arrêta le SUV au coin de la rue, caché dans l'ombre. Il la vit se serrer dans l'obscurité. Il la vit fouiller l'intérieur de ses sacs en plastique transparent. Thibault plissa les yeux pour mieux voir. À la lumière des phares des voitures qui passaient, il remarqua quelque chose d'étrange dans les ordures que Manon avait ramassées. Ce n'était pas seulement des restes de nourriture. Dans le 2e sac, il y avait des boîtes en carton écrasées, des flacons en verre vide, et ce qui semblait être des tubulures de perfusion intraveineuse récupérées du conteneur de recyclage de la pharmacie du coin. Que diable faisait une ex-infirmière d'élite avec des déchets médicaux jetés? Un vieux bus urbain, crachant un nuage de fumée noire par l'échappement, freina en grinçant devant l'arrêt. Manon monta, traînant les sacs. Thibault appuya sur l'accélérateur. L'imposant SUV blindé commença à suivre le transport public déglingué. Le paysage changea radicalement. Ils laissèrent derrière eux les gratte-ciels illuminés, les manoirs avec des gardes armés et les boulevards propres. Le bus commença à monter les rues escarpées de la périphérie. L'asphalte disparut, remplacé par de la terre, des nids de poules profonds et des chiens errants faméliques fouillant les ordures. Thibault sentit un nœud à la gorge. Le contraste était brutal. Il dormait dans des draps de soie égyptienne. La femme à qui il avait juré un amour éternel voyageait de nuit vers la misère absolue. Le bus s'arrêta finalement au point le plus haut et le plus sombre du quartier. Un labyrinthe de maisons à moitié construites, empilées les unes sur les autres à flanc de colline. Les murs étaient en briques fissurées, exposés et sans peinture. Les toits, de simples tôles métalliques rouillées, maintenues par de vieux pneus pour que le vent ne les emporte pas. Manon descendit du bus. La rue était trop étroite et escarpée pour le SUV de Thibault. Il coupa le moteur, déverrouilla la porte. Il savait qu'il enfreignait toutes les règles de sécurité. Un homme avec une montre Patek Philippe au poignet marchant seul dans ce quartier à minuit était une cible mouvante. Mais la peur n'existait pas dans son esprit à ce moment-là. Il n'y avait que l'urgence désespérée de savoir ce qu'était devenu Manon. Il descendit du véhicule, marchant dans la boue humide avec ses chaussures italiennes. Il ferma la porte sans bruit et commença à la suivre à pied, gardant ses distances, se collant aux ombres des murs inachevés. L'odeur d'humidité, de bois brûlé et d'égout inondait l'air. La respiration de Thibault était lourde. Il vit la silhouette de Manon marcher avec difficulté sur la pente raide, s'arrêtant parfois pour reprendre son souffle. Ses genoux tremblaient sous l'effort de porter les sacs, mais elle ne s'arrêtait pas. Il y avait une urgence dans ses pas, une détermination féroce. Finalement, Manon s'arrêta devant la maison la plus précaire de tout le pâté de maison. C'était une petite structure presque enfoncée dans le sol. La porte n'était rien de plus qu'une tôle cabossée, sécurisée par une fine chaîne. Une lumière chaude, jaunâtre et très faible, filtrait par les interstices de la porte. Thibault se cacha derrière un mur de parpaing à seulement 10 mètres. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Il l'observa, Manon, poser les sacs sur le sol en terre. Elle retira ses gants jaunes à la hâte, inséra une clé rouillée dans le cadenas et poussa la lourde porte métallique. La porte grinça en s'ouvrant lentement. Thibault retint sa respiration. Il allait sortir de sa cachette, il allait crier son nom. Il allait sortir un chèque. Il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour la sortir de cet enfer. Il fit immédiatement un pas en avant, ouvrant la bouche pour parler. Mais alors quelque chose le paralysa complètement. La lumière chaude de l'intérieur de la maison baigna le visage de Manon, révélant un sourire soudain, un sourire rempli d'un amour pur et désespéré qui effaça toute la fatigue de son visage.
Je suis là, mon amour, murmura Manon, la voix brisée mais douce. De l'obscurité de l'intérieur de la maison précaire, de petits pieds nus coururent vers la porte. Thibaut se figea. Ses yeux s'écarquillèrent démesurément. Un frisson de terreur et d'émerveillement lui parcourut la colonne vertébrale, le clouant au sol boueux. Au seuil de la porte, agrippé à la jambe du pantalon de Manon, apparut un enfant. Il avait environ 4 ans. Il portait un t-shirt gris trop grand pour son petit corps mince. Mais ce ne fut pas la pauvreté de l'enfant qui coupa le souffle à Thibaut, ce fut son visage. À la faible lumière de cette maison en tôle, Thibaut vit ses propres yeux, il vit son propre nez, il vit les mêmes cheveux noirs et rebelles qu'il avait dans sa jeunesse. L'enfant toussa fortement, un son sec et malade qui résonna dans le silence de la rue avant de lever les yeux vers Manon. « Tu as apporté mon médicament, maman ?» demanda le petit d'une voix fragile et fatiguée. Thibaut recula d'un pas, heurtant brusquement le mur de béton. L'impact lui coupa le souffle. Il porta une main tremblante à sa bouche, essayant d'étouffer le cri de pure terreur et de réalisation qui menaçait de lui déchirer la gorge. 5 ans. Il l'avait abandonné il y a 5 ans exactement. Le millionnaire, l'homme qui contrôlait la vie et la mort sur le marché pharmaceutique, tomba à genoux sur la boue froide. Le monde entier s'effondra sur ses épaules. Cet enfant malade, caché dans la misère absolue, était son fils. La boue glacée imprégnait les pantalons en laine italienne de Thibaut. Mais il ne sentait pas le froid. Il ne sentait rien d'autre que le battement violent de son propre cœur contre ses côtes. À genoux dans l'obscurité, les mains enfoncées dans la terre humide de la banlieue parisienne, il ne pouvait détacher son regard de la scène qui se déroulait à 10 mètres de lui. La porte métallique rouillée restait entr'ouverte. La lumière jaunâtre découpait les silhouettes de la femme qu'il avait juré de protéger et de l'enfant dont il ignorait l'existence. « Oui, mon amour. Maman a apporté le médicament. » répondit Manon d'une voix qui tentait de paraître forte, mais qui se brisait sous la fatigue. Léo toussa de nouveau. Ce n'était pas la toux d'un rhume ordinaire. C'était un son profond, humide et déchirant qui faisait se courber complètement le petit corps. Manon laissa tomber les sacs de détritus immédiatement, s'agenouilla sur le sol en terre battue de sa maison et enveloppa l'enfant dans ses bras. Thibaut étouffa un sanglot en se serrant la bouche avec sa main maculée de boue. Les yeux de Léo étaient ses yeux, la forme de sa mâchoire, les cheveux foncés et épais. C'était se voir lui-même dans un miroir du passé, mais fragile, dénutri et vivant dans la misère la plus absolue. « J'ai mal à la poitrine, maman », murmura l'enfant, cachant son visage dans le cou de Manon. « Ça va passer, ma vie, ça va passer. Regarde ce que j'ai apporté. » Depuis sa cachette, Thibaut força sa vue. Il observa comment Manon, avec des mains tremblantes mais expertes, ouvrait le sac en plastique qu'elle avait ramené du restaurant. Elle ne sorghotit pas la nourriture. Elle sortit les flacons en verre vide et les tubulures en plastique qu'elle avait récupérées des conteneurs de la pharmacie. Thibaut, le titan de l'industrie pharmaceutique, l'homme qui décidait du prix de la santé de la moitié du pays, observa horrifié ce qui se passait. Manon porta les flacons à une petite table en bois bancal, sortit une bouteille d'alcool, de nouvelles seringues qu'elle avait achetées avec ses quelques pourboires, et commença à laver et stériliser les tubulures usagées avec une précision clinique. Puis elle prit 3 flacons qui semblaient vides. Avec une fine aiguille, elle en retira les dernières gouttes résiduelles de chacun, réunissant à peine 1 millilitre de liquide transparent dans la seringue principale. Thibaut reconnut l'étiquette des flacons, même à distance. C'était du Pulmocalm 5, un médicament pédiatrique de dernière génération pour les affections respiratoires sévères. Un médicament que sa propre entreprise fabriquait, un médicament dont il avait lui-même triplé le prix l'année dernière pour maximiser les marges de profit avant la fusion allemande. 1. Traitement qui coûtait plus de 4 000 € par mois. Manon, une infirmière brillante et honorée, risquait sa liberté, fouillant dans les déchets biologiques pour extraire les restes d'ampoules jetées par les riches juste pour maintenir son fils en vie. Le fils de Thibaut. « Viens, assieds-toi ici, champion », lui dit-elle, lui préparant un nébuliseur maison improvisé, connecté à la seringue. L'enfant obéit sans se plaindre, habitué à la routine. Tandis que la vieille machine commençait à bourdonner, pompant le médicament récupéré vers les poumons de Léo, Manon s'effondra contre le mur de briques non peintes. Elle ferma les yeux et pour la première fois de la nuit, laissa échapper une larme solitaire qui coula sur sa joue sale. Thibaut voulut crier, voulut se lever, donner un coup de pied dans cette porte en tôle, sortir son chéquier et acheter tout l'hôpital cette nuit-là. Il voulut étreindre cet enfant et lui demander pardon jusqu'à en perdre la voix. Il s'appuya contre le mur de béton, prêt à sortir de l'ombre, mais il s'arrêta. Que dirait-il ? « Bonjour Manon.
Je suis désolé de t'avoir quitté pour l'héritière d'un empire il y a 5 ans, quand tu m'as dit que tu avais quelque chose d'urgent à me dire. » Il allait faire irruption chez elle, vêtue d'un costume qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 5 ans à nettoyer des tables. Elle s'enfuirait, ou pire, le jetterait dehors. Et à juste titre, non. Thibaut recula d'un pas vers l'obscurité. La porte métallique se referma lentement de l'intérieur, avec un grincement métallique, coupant le rayon de lumière et le laissant seul dans la pénombre froide et humide de la rue. Il devait agir, mais il devait le faire intelligemment. La misère de Manon n'avait aucun sens. C'était la meilleure infirmière de sa génération. Elle était demandée dans les meilleurs hôpitaux privés. Ramasser des restes dans un restaurant n'était pas seulement le fruit de la malchance. C'était une impossibilité statistique. Quelqu'un l'avait détruite, et Thibaut allait découvrir qui. Il retourna à son SUV blindé. Ses chaussures italiennes étaient ruinées, son costume taché de boue, mais son esprit travaillait à une vitesse fulgurante. Il démarra le moteur Vouit. Le rugissement brisa le silence de l'aube. Il sortit son téléphone satellite du compartiment et composa un numéro crypté. Il sonna 2 fois. « Dites-moi, monsieur Valois », la voix de l'autre côté était rauque, professionnelle et sans trace de sommeil, malgré qu'il soit 3 heures du matin. « Dubois, j'ai besoin de tout, absolument tout. »« Sur qui, monsieur ?»« Manon Leclerc, ancienne infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Je veux savoir où elle a été ces 5 dernières années, où elle a travaillé, qui l'a embauchée, qui l'a renvoyée, ses comptes bancaires, ses dossiers médicaux. Je veux savoir qui lui vend le pain et qui lui coupe l'eau. Je veux tout sur mon bureau à 7 heures du matin. Et Dubois. »« Oui, monsieur. Si vous découvrez que quelqu'un lui a fait du mal, je veux le nom de cette personne en lettres rouges. » Le soleil de Paris frappait les immenses baies vitrées du siège de Valois Pharma, mais le bureau principal au 40e étage était plongé dans un froid glacial. Thibaut n'avait pas dormi une seule seconde. Il se tenait devant la fenêtre, regardant la ville à ses pieds, toujours avec le même costume taché de boue de la veille. La porte en bois d'acajou s'ouvrit derrière lui sans que personne ne frappe. Serge Dubois, un ancien militaire des services de renseignement, qui opérait maintenant comme l'enquêteur privé le plus impitoyable de l'élite française, entra dans le bureau. Il portait une mallette rigide en cuir noir. Il ne posa aucune question sur l'apparence négligée de son patron. Il se contenta de marcher jusqu'au bureau en verre trempé et d'y laisser tomber un dossier épais. Le son résonna comme un coup de feu dans le silence du bureau. « Ça a été difficile à déterrer, monsieur Valois », dit Dubois en croisant les bras. « Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour effacer cette femme de la carte. Il ne voulait pas la tuer, il voulait s'assurer qu'elle ne puisse pas survivre. » Thibaut se retourna lentement. Ses yeux étaient injectés de sang. Il marcha vers le bureau et ouvrit le dossier. La première page était une photographie de Manon prise il y a 5 ans. Elle souriait dans son uniforme blanc impeccable. La deuxième page était une photographie prise hier. Manon sortant par l'allée de service du restaurant, portant des sacs de déchets. Le contraste fut un coup de poignard direct à la poitrine. « Expliquez-vous », ordonna Thibaut d'une voix rauque. « Manon Leclerc n'a pas démissionné de sa carrière, monsieur. Elle a été radiée. Il y a exactement 4 ans et 11 mois. » Thibaut fit le calcul mental instantanément. 1 mois après qu'il l'eut abandonnée et épousé Clémentine pour consolider la fusion de leurs entreprises familiales. « Pourquoi ?» exigea-t-il, tournant les pages remplies de sceaux judiciaires et d'actes notariés. Elle a été accusée de négligence médicale grave et de vol de stupéfiants à l'hôpital Saint-Louis. Les accusations furent brutales. Selon le dossier, elle a volé de la morphine et des médicaments pédiatriques très chers de l'inventaire pour les vendre sur le marché noir, a altéré les dossiers, a mis en danger la vie des patients. Thibaut frappa du poing le bureau en verre avec une telle force que la structure craqua. « C'est un mensonge », rugit-il, crachant les mots avec une fureur incontrôlable. Manon ne ferait jamais ça. Sa vocation était sa vie. Elle préférerait mourir de faim plutôt que de voler une pilule à un patient. « C'est un coup monté, monsieur. »« Je sais, monsieur », répondit Dubois avec une froideur clinique, imperturbable face à l'explosion de colère. Et le conseil médical le savait aussi. À ce moment-là, il manquait de preuves concluantes. Ils allaient classer l'affaire. Mais alors quelqu'un est intervenu. Thibaut se figea. Une goutte de sueur froide lui coula le long de la nuque. Il leva les yeux vers l'enquêteur. « Qui ?» Dubois tendit la main, prit un document du fond du dossier et le glissa sur le bureau. C'était un virement bancaire international de 300 000 € destiné au compte personnel du directeur de l'hôpital Saint-Louis, daté du même jour où la licence médicale de Manon fut révoquée à jamais. L'expéditeur de l'argent était clairement imprimé en tête de la banque, fiducie familiale de Montaigne. L'air quitta les poumons de Thibaut.
Le monde commença à tourner vertigineusement autour de lui. De Montaigne, le nom de jeune fille de sa femme. Clémentine, votre épouse actuelle, Madame Clémentine de Montaigne-Valois, gérait cette fiducie à l'époque, continua Dubois comme s'il lisait la météo. Mais ce n'est pas tout. Madame Leclerc a tenté de chercher du travail dans des hôpitaux publics, de petites cliniques, même des pharmacies de quartier. Chaque fois qu'elle obtenait un entretien, le cabinet d'avocats de la famille de Montaigne envoyait une lettre menaçant de poursuites judiciaires de plusieurs millions d'euros, toute clinique qui oserait l'embaucher. Thibault s'effondra sur sa chaise en cuir. Le rapport était un acte d'exécution. Clémentine ne l'avait pas seulement renvoyé, elle l'avait traqué systématiquement, bloquant chaque porte, fermant chaque opportunité, l'asphyxiant jusqu'à ce que la seule option qu'il restait à l'une des meilleures infirmières du pays soit de ramasser des ordures dans un restaurant pour ne pas mourir de faim. « Pourquoi » murmura Thibault, sentant sa gorge se serrer. « Pourquoi tant de cruauté ?» Clémentine avait déjà gagné. « Je l'ai épousée. Le maudit empire pharmaceutique s'est uni. Manon ne nous a jamais cherchés. Pourquoi la détruire ainsi ?» Dubois resta silencieux un instant. L'expression de son visage, habituellement de pierre, montra une lueur de véritable compassion. Il passa à la dernière page du rapport. C'était un dossier médical d'urgence d'une petite clinique périphérique, daté d'il y a 4 ans et demi. Un acte de naissance. « Parce que Madame Leclerc n'était pas seule quand vous l'avez quittée, Monsieur Valois », dit Dubois d'une voix très basse. « Madame de Montaigne a découvert ce que vous ignoriez apparemment. Manon Leclerc était enceinte, et la famille de Montaigne n'allait jamais permettre qu'un enfant illégitime mette en péril l'héritage et le contrôle absolu du monopole pharmaceutique qu'il construisait avec vous. » Le silence au 40e étage fut absolu. Assourdissant. Thibault prit l'acte de naissance de ses mains tremblantes. Il y était imprimé à l'encre noire. Nom du nouveau-né, Léo Leclerc. La section où devait figurer le nom du père était douloureusement vide. Thibault ferma les yeux et l'image de Léo toussant dans l'obscurité d'une maison au sol en terre, utilisant un nébuliseur improvisé avec des restes de déchets médicaux, le frappa avec la force d'un train de marchandises. Son fils, l'héritier légitime de tout cet empire de verre et d'acier dans lequel il était assis. Sa femme le savait. Sa femme avait financé la misère de la femme qu'il aimait pour enterrer vivant son propre fils. Thibault ouvrit les yeux. La culpabilité paralysante qui l'avait dominé pendant l'aube avait complètement disparu. À sa place, un feu sombre, une rage meurtrière et calculée s'empara de chaque cellule de son corps. Il se leva. Sa posture changea. Il n'était plus l'homme d'affaires vaincu. Il était un prédateur sur le point de déchirer son propre empire. « Dubois !» dit Thibault d'une voix si froide qu'elle gèlerait l'enfer. « Monsieur, annulez toutes mes réunions. Gelez mes comptes bancaires personnels partagés avec Clémentine. Bloquez son accès aux cartes de crédit et retirez son nom des propriétés immédiatement. Monsieur, cela déclenchera une guerre juridique avec la famille de Montaigne aujourd'hui même. Les actions de l'entreprise vont chuter. »« Quelle chute ?» prononça Thibault, en boutonnant son costume taché de boue avec un calme absolu. « Je veux cette famille à la rue avant minuit. Je vais brûler cette entreprise jusqu'aux fondations si nécessaire. » Thibault prit les clés de son SUV sur le bureau et marcha d'un pas ferme vers la porte de sortie. « Où allez-vous, monsieur ?» demanda Dubois. Thibault s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Ses yeux brillaient d'une détermination féroce et dangereuse. « Chercher le gérant d'un restaurant et ensuite récupérer ma famille. » Le rugissement du moteur Vouit résonna contre les murs de verre du quartier financier. Thibault Valois conduisait comme un homme possédé. Il traversa les avenues exclusives de Neuilly-sur-Seine, ignorant les feux de signalisation et les limitations de vitesse. Les pneus du lourd SUV blindé crinrent violemment en freinant brusquement devant l'entrée principale du restaurant. Il n'attendit pas le voiturier. Il laissa le véhicule allumé, bloquant l'entrée des voitures de luxe, et poussa les lourdes portes d'acajou avec une force qui fit trembler les vitres. L'intérieur du restaurant était en pleine heure de pointe du déjeuner. Des cadres, des politiciens et des femmes de la haute société remplissaient les tables, mais Thibault n'en vit aucun. Son regard scanna le lieu comme un prédateur cherchant sa proie, et alors il l'entendit. Cela venait du couloir qui reliait le salon principal aux cuisines. Une voix aiguë, chargée de mépris et de prétention. « Je t'ai dit que les tables de la terrasse ne se nettoient pas avec ce chiffon. Stupide !» criait le gérant, un homme en costume gris ajusté et au visage rougi par la colère. « Regarde-toi, tu es dégoûtante, tu pues la rue. Les clients se plaignent de ton apparence. » Thibault marcha vers le couloir à grandes enjambées lourdes. Le sang lui bouillait dans les veines. En tournant le coin, la scène le frappa comme un bloc de ciment.
Manon était acculée contre le mur en acier inoxydable de la cuisine. Elle portait le même uniforme usé, tenant un lourd plateau rempli d'assiettes sales. Elle gardait les yeux rivés au sol, supportant l'abus dans un silence humiliant, serrant les dents pour ne pas pleurer. Le gérant leva la main, pointant un doigt menaçant à quelques centimètres du visage de celle-ci. « Si je te revois te garder un seul morceau de pain des restes, tu t'en vas. Tu t'en vas et je ferai en sorte que tu ne trouves plus de travail, même pour laver les toilettes dans cette ville. Tu m'as compris. Ordure ?» La main de Thibault se referma autour du col du costume du gérant avant que celui-ci ne puisse prendre son souffle pour continuer à crier. D'un mouvement brutal et impitoyable, Thibault tira l'homme en arrière, l'arrachant de l'espace personnel de Manon, et le projeta avec une force terrifiante contre la porte métallique d'un réfrigérateur industriel. Le coup résonna dans toute la cuisine. Les poêles cessèrent de grésiller, les cuisiniers se figèrent à leur poste. Le gérant haleta, les yeux exorbités de terreur en reconnaissant le visage de l'un des hommes les plus puissants du pays, maintenant transformé en une bête furieuse. « Monsieur Valois », balbutia le gérant, tentant inutilement de se libérer de la prise de fer qui lui coupait la respiration. Thibault ne cria pas. Sa voix sortit basse, rauque, vibrant d'une menace de mort si réelle que l'air dans la cuisine devint lourd. « Réinsultez-la. Je vous défie. Redites-lui un seul mot. Je ne faisais que... » « C'est une employée, » tenta de s'excuser l'homme en tremblant. « C'était votre employée, » l'interrompit Thibault en serrant sa prise jusqu'à ce que le visage du gérant commence à virer au violet. « Je viens d'acheter tout le bâtiment, y compris ce maudit restaurant. Vous avez exactement 3 minutes pour quitter ma propriété avant que j'appelle mon équipe de sécurité et qu'ils vous traînent par l'allée des poubelles. Et croyez-moi, je vais m'assurer que vous ne dirigerez plus jamais un stand de tacos de votre misérable vie. Foutez le camp !» Thibault le relâcha d'une poussée violente. Le gérant trébucha, tomba à genoux, se releva en chancelant et s'enfuit en courant vers la sortie de secours, pâle comme un cadavre. Le silence dans la cuisine était absolu. Personne ne respirait. Thibault se retourna lentement, la poitrine agitée, s'attendant à rencontrer le regard de soulagement de la femme qu'il venait de secourir. Mais Manon ne le regardait pas avec gratitude. Le plateau d'assiettes sales était tombé au sol, brisant la porcelaine en 1000 morceaux. Manon l'observait, les yeux écarquillés, mais il n'y avait pas de surprise en eux, seulement une terreur pure, primitive et viscérale. Elle recula d'un pas, marchant sur les morceaux de verre brisés sans s'en soucier. Sa respiration était rapide, erratique. « Manon !» murmura Thibault en faisant un pas vers elle, tendant une main tremblante. Tout le pouvoir et la fureur qu'il avait montré une seconde auparavant disparurent complètement. « Manon, s'il te plaît. »« Non !» Ce fut le seul mot qui sortit de ses lèvres. Une négation chargée de panique. Elle fit demi-tour et courut. Elle poussa les lourdes doubles portes de la sortie de service et s'élança vers l'allée arrière. « Manon, attends !» cria Thibault en courant derrière elle. Le soleil implacable de l'après-midi frappait l'asphalte de l'allée, inondant l'air d'une odeur d'ordure et d'humidité. Thibault sortit à la lumière aveuglante et la vit à quelques mètres, tentant désespérément d'ouvrir le cadenas rouillé de son vieux vélo. Thibault la rattrapa en 3 enjambées. Il lui prit le bras doucement, terrifié de la briser. « Lâche-moi !» cria Manon, avec une force déchirante. Elle se retourna avec la fureur d'une lionne acculée et le poussa sur la poitrine des 2 mains, utilisant toute la force qui lui restait. Thibault trébucha en arrière, choqué par la violence de sa réaction. « Ne me touche pas, n'ose pas me toucher, monsieur !» lui cria-t-elle, des larmes de rage et de désespoir coulant sur ses joues maculées de sueur. « Pourquoi es-tu venu ? M'humilier ? Voir comment je me traîne ? Tu l'as vu. Tu as vu ce que je suis devenu. Maintenant, pars. Manon, écoute-moi. Pour l'amour de Dieu, je sais tout. Je suis allé chez toi hier soir, je t'ai suivi. J'ai vu l'enfant. » Les mots furent comme un coup de feu à bout portant. Manon se figea complètement. La couleur quitta son visage. Ses mains gantées de plastique jaune tombèrent le long de son corps, tremblant de manière incontrôlable. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais l'air semblait ne pas lui parvenir aux poumons. « Je l'ai vu, Manon !» continua Thibault d'une voix brisée, faisant un pas prudent vers elle, des larmes d'une pure agonie se formant dans ses yeux. « J'ai vu ce que tu fais avec les seringues. J'ai vu le médicament que tu extrais. J'ai vu comment ma propre entreprise te coûte la vie de cet enfant. Je sais pour la radiation médicale. Je sais pour l'hôpital Saint-Louis. Je sais que c'était Clémentine. » Manon ferma les yeux et laissa échapper un sanglot étouffé qui déchira la gorge de Thibault. Elle se couvrit le visage de ses mains sales, s'effondrant contre le mur de briques de l'allée. Ce n'était plus la lionne furieuse. C'était une femme brisée,
épuisée jusqu'à l'os par une guerre qu'elle menait seule dans l'obscurité depuis 5 ans. Thibaut s'approcha, réduisant la distance, et s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il voulait l'étreindre, il voulait la cacher du monde, mais il savait qu'il n'en avait pas le droit, pas après ce qu'il lui avait fait. « Pardonne-moi », murmura Thibaut. Et pour la première fois de toute sa vie d'adulte, l'homme qui contrôlait un empire éclata en sanglots devant une autre personne. « Oh, pardonne-moi, je ne savais pas. Je te jure sur ma vie, Manon. Je ne savais pas qu'elle t'avait détruite. Je ne savais pas qu'on t'avait retiré ta licence. » Manon leva lentement le visage. Ses yeux rouges et gonflés le regardèrent avec une rancœur froide et profonde qui glaça le sang de Thibaut. « Et à quoi bon ton pardon, Thibaut ?» cracha-t-elle d'une voix chargée de venin. « Ton pardon n'achète pas le médicament de mon fils. Ton pardon ne lui fait pas baisser la fièvre. Ton pardon n'efface pas les nuits où j'ai dû dormir dans la rue, morte de peur parce que les hommes de main de ta femme me traquaient. » Thibaut sentit le monde perdre l'équilibre. « Quels hommes de main ?» demanda-t-il, sentant un vide dans son estomac. « Manon, dis-moi la vérité. Cet enfant, l'enfant que j'ai vu dans cette maison en tôle, Léo. » Le silence dans l'allée devint insupportable, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation et la respiration saccadée des deux. Manon le regarda dans les yeux, la poitrine se soulevant et s'abaissant violemment. « Oui, Thibaut, » dit-elle avec une clarté qui coupait comme un scalpel. « C'est le tien. » Les mots flottèrent dans l'air brûlant de l'allée, lourds et définitifs. « C'est le tien. » Thibaut recula d'un pas, chancelant. La confirmation, prononcée par les lèvres même de la femme qu'il aimait, fut un coup dévastateur. Ses genoux lâchèrent une fraction de seconde. Il porta les mains à sa tête, passant ses doigts dans ses cheveux foncés, incapable de digérer l'ampleur de la tragédie que sa propre ambition avait créée. Un fils. Il avait un fils de 4 ans. Un fils qui vivait dans une maison en briques apparentes et au toit de tôle, qui respirait des médicaments recyclés des déchets biologiques pendant qu'il dormait dans un manoir de 40 millions d'euros. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Thibaut d'une voix brisée, au bord du désespoir. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? J'aurais quitté Clémentine. J'aurais annulé la fusion. J'aurais tout laissé tomber, monsieur. Tout, si tu m'avais dit que tu étais enceinte. » Manon laissa échapper un rire amer, sec et dénué de toute trace d'humour. « J'ai voulu te le dire, » répondit-elle, plongeant ses yeux dans les siens avec une intensité terrifiante. « Tu te souviens du jour où tu m'as quitté, Thibaut? Le jour où tu m'as donné rendez-vous dans ce café chic, pour me dire que notre romance ne cadrait pas avec les projets d'entreprise de ta famille. Je suis allé à ce rendez-vous avec le test de grossesse dans mon sac. J'allais te le dire, mais tu ne m'as pas laissé parler. Tu m'as donné un chèque de compensation émotionnelle, et tu m'as dit de rester loin de toi. » Le souvenir frappa Thibaut avec la force physique d'un fouet, l'arrogance de sa jeunesse, la froideur avec laquelle il l'avait traité pour prouver à son père qu'il pouvait être un leader impitoyable. Il se détesta lui-même à cette seconde plus qu'il n'avait jamais détesté personne. « Malgré tout, j'ai essayé de te retrouver des semaines plus tard, » continua Manon, sa voix tremblant de fureur contenue. « Je suis allé à ton bureau, je suis allé à ton siège social en verre. Le garde ne m'a pas laissé passer, et le même après-midi, ils m'ont intercepté. » Thibaut leva brusquement la tête, la terreur revenant dans ses yeux. « Qui t'a intercepté ?» Manon se serra dans ses bras comme si la chaleur étouffante de l'allée s'était soudain transformée en glace. Son regard se perdit dans le mur de briques, revivant le cauchemar qui l'avait poussé dans l'abîme. Un SUV noir, comme le tien, sans plaque. Ils m'ont coupé la route quand je sortais de mon service à l'hôpital Saint-Louis. 2 hommes en costume sont descendus. Ils m'ont forcé à monter à l'arrière. Thibaut cessa de respirer. Ses poings se serrèrent jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Clémentine était assise à l'intérieur, dit Manon, et la prononciation du nom fut crachée comme du poison. Elle portait une robe de créateur parfaite, des lunettes de soleil et un sourire qui me retournait l'estomac. Elle savait pour le bébé. Elle avait un dossier médical privé que je n'ai jamais autorisé, et elle avait une arme. Le cœur de Thibaut s'arrêta. « Un des hommes m'a maintenu les bras, » continua-t-elle, sa voix baissant de volume, piégée dans la terreur du souvenir. Clémentine a sorti un petit pistolet argenté. Elle me l'a mis directement sur le ventre, juste là où mon fils, ton fils Thibaut, grandissait. Et elle m'a regardé dans les yeux sans élever la voix. Elle m'a dit que si jamais j'essayais de te contacter, si jamais je respirais près de ton monde, ou mentionnais que cet enfant était le tien, elle ne me tuerait pas moi. Elle m'a dit qu'elle attendrait que l'enfant naisse, et puis elle l'étranglerait devant moi pour que je vive avec cette image le reste de mes jours. Un grognement guttural, sombre et primitif, jaillit du fond de la poitrine de Thibaut. Ce n'était pas humain, c'était le son d'un homme dont l'âme venait d'être mutilée.
L'image mentale de sa femme, pointant une arme sur le ventre enceinte de Manon, fit que le sang lui brûla d'une haine homicide. Clémentine m'a retiré ma licence médicale le mois suivant. Manon continua à raconter, les larmes coulant maintenant librement, mais sans baisser le regard. Ils m'ont accusé de vol. J'ai été expulsé de la profession. Quand j'ai essayé de trouver un avocat public, ils ont menacé de mort mon propriétaire et m'ont jeté à la rue. J'ai dû dormir dans des distributeurs automatiques alors que j'étais enceinte de 8 mois. J'ai dû cacher Léo sous des ponts quand il est né prématuré. Tout ça parce que l'héritière des de Montaigne ne voulait pas que des bâtards tachent le nom de l'entreprise. Thibault tomba à genoux sur le pavé sale de l'allée. Il ne se souciait plus de son costume, de son statut, de son maudit orgueil. Il s'accrocha aux jambes de Manon et enfouit son visage dans le tissu usé de son pantalon, sanglotant avec une force qui le secouait complètement. « Pardon, pardon » gémit Thibault, complètement détruit. Le poids de ses décisions, l'égoïsme, la cécité, tout l'écrasait. Manon ne le caressa pas, ne lui rendit pas son étreinte. Elle resta rigide, regardant par-dessus l'épaule de l'homme qui avait été l'amour de sa vie, maintenant réduit à une coquille brisée sur le sol de l'allée. « J'ai ravalé ma fierté, Thibault, dit-elle avec une froideur sépulcrale. J'ai laissé qu'on me piétine. Je nettoie les tables, je ramasse les ordures, j'extrais des médicaments périmés pour que Léo puisse respirer un jour de plus. J'ai fait un pacte avec l'enfer pour le maintenir en vie, caché dans les quartiers où Clémentine ne pourrait pas le trouver. » Manon fit un pas en arrière, forçant Thibault à la lâcher. Elle le regarda de haut, implacable. « C'est pourquoi je te demande de partir, Thibault. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons jamais eu besoin de toi. Ta présence ici est une condamnation à mort pour mon fils. Si Clémentine apprend que tu nous as trouvés, elle tiendra sa promesse. Et je ne laisserai pas que tu enterres mon fils dans tes cimetières de marbre. » Manon fit demi-tour, prit son vieux vélo par le guidon et commença à marcher rapidement vers l'avenue, le laissant derrière elle. « Manon, attends !» Thibault se releva du sol en titubant. Ses yeux n'avaient plus de larmes. Maintenant, ils avaient le brillant froid et létal d'un homme prêt à brûler le monde entier. « Je ne partirai pas. C'est mon fils, et je te jure sur la vie de Léo que je vais détruire Clémentine. Je vais déraciner la famille de Montaigne. » Manon s'arrêta au coin de l'allée. Elle ne se retourna pas, tourna juste un peu la tête pour lancer ses derniers mots. « Léo n'a plus beaucoup de temps, Thibault. Le médicament périmé n'a plus d'effet. Ses poumons lâchent. Garde ta vengeance de millionnaire. Moi je veux juste que mon fils respire. » Et sans plus, Manon disparut parmi la foule de piétons et la circulation de la ville, laissant Thibault seul dans l'ombre de l'allée. Le magnat resta paralysé quelques secondes. Le désespoir se transforma en une clarté froide et absolue. Il sortit son téléphone satellite de la poche intérieure de son veston abîmé. L'écran était taché de larmes et de poussière. Il composa de nouveau le numéro de Dubois, son chef du renseignement et de la sécurité. « Dubois », dit Thibault d'une voix qui ne laissait aucune place à la négociation. « Prépare l'hélicoptère. Je veux une équipe tactique de sécurité médicale en position et contacte le conseil d'administration des laboratoires Valois-Montaigne. Dis-leur que le président vient de convoquer une réunion d'urgence ce soir au manoir. »« Quel est l'ordre du jour, monsieur ?» demanda Dubois, percevant la tension mortelle dans la voix de son patron. Thibault regarda l'extrémité de l'allée où Manon avait disparu. Guerre totale. Les portes en fer forgées du manoir valois s'ouvrirent en silence. Le SUV blindé entra à toute vitesse, broyant le gravier blanc de l'allée principale et freinant à quelques centimètres de la fontaine en marbre italien. Thibault descendit du véhicule avant même que le moteur ne s'arrête complètement. Il ignora les gardes de sécurité armés qui le regardaient avec perplexité. Son costume, un chef-d'œuvre de la couture européenne, était toujours taché de la boue de la banlieue et de la poussière de l'allée. Ses chaussures en cuir laissaient des empreintes sales sur le sol impeccable, en granit du hall. Il marcha directement vers le salon principal. Clémentine de Montaigne était assise sur le canapé en velours blanc. Elle portait une robe de soie émeraude, tenant une coupe de champagne cristallin, tout en consultant un catalogue de vente aux enchères d'art sur sa tablette. La lumière des lustres en cristal éclairait son visage parfaitement sculpté, froid et inaltérable. En entendant les pas lourds, elle leva les yeux. Son expression de dédain fut instantanée. « Thibault, pour l'amour de Dieu, tu es en train de ruiner le tapis persan, » dit Clémentine d'une voix traînante et monotone, sans même lâcher sa coupe. « Où étais-tu ? Tu pues la rue. Dis aux domestiques de nettoyer ça immédiatement. Nous avons un dîner avec l'ambassadeur dans 2 heures. » Thibault ne s'arrêta pas. Il marcha jusqu'à la table basse en verre trempé et y jeta le gros dossier noir que son enquêteur lui avait donné.
Le choc fit sauter la coupe de Clémentine, renversant le champagne sur la table. « Le dîner est annulé », dit Thibault. Sa voix était un murmure guttural, dépourvu de toute émotion humaine. C'était la voix d'un bourreau. Clémentine regarda le dossier, puis Thibault. Elle soupira d'agacement et posa la tablette. « Qu'est-ce que ce drame, Thibault ? Si c'est à propos de la fusion avec les Allemands, j'ai déjà parlé à mon père et nous avons convenu que la présidence sera partagée. Tu ne vas pas faire un caprice à cette heure-ci. » Thibault se pencha sur la table, appuyant ses 2 poings tachés de boue sur le verre, rapprochant son visage du sien. « Ouvre le dossier, Clémentine. » Le ton de son mari était différent. Ce n'était pas du stress d'entreprise. Il y avait une obscurité mortelle dans ses yeux que Clémentine n'avait jamais vue. D'un mouvement élégant et lent, elle ouvrit le couvercle en carton noir. La photographie de l'acte de naissance de Léo était juste au-dessus et à côté les copies des virements bancaires de sa fiducie personnelle vers le directeur de l'hôpital Saint-Louis. Le silence dans le salon monumental fut absolu. Le bruit de l'eau tombant dans la fontaine extérieure semblait assourdissant. Thibault observa chaque micro-expression sur le visage de son épouse. Il s'attendait à la panique, au déni, à de fausses larmes. Mais Clémentine de Montaigne se contenta de refermer le dossier calmement. Elle prit une serviette en lin pour essuyer le champagne renversé sur ses doigts et le regarda droit dans les yeux. « Tiens, ça t'a pris 5 ans pour le découvrir. Je pensais que ton chien de garde était plus efficace. » Le cynisme de ces mots fut comme un coup de feu à bout portant. Thibault serra la mâchoire jusqu'à ce que ses dents grincent. « Tu l'admets ?» grogna Thibault, sentant le sang lui bouillir dans les tempes. « Tu admets que tu as détruit la vie d'une femme innocente. Tu admets que tu as pointé un pistolet sur le ventre d'une femme enceinte de mon fils ?» Clémentine se leva, tirant sur sa robe de soie. Elle ne recula pas. « Ton fils ?» Elle laissa échapper un rire sec, dénué d'humour. « S'il te plaît, Thibault, ce bâtard n'est rien. C'est l'erreur d'un homme faible qui ne savait pas où il en était. Quand ma famille a investi des milliards pour sauver ta pathétique entreprise pharmaceutique de la faillite, nous ne l'avons pas fait pour que tu finisses par jouer à la petite maison avec une infirmière affamée. C'était mon sang !» rugit Thibault, frappant la table de verre avec une telle force qu'une fissure apparut au centre. Clémentine ne cilla pas. « C'était un parasite », cracha-t-elle, les yeux brillants de supériorité. Un détail, une menace directe pour les actions de l'entreprise. Si cette femme ouvrait la bouche, le scandale public aurait coulé la fusion avant même qu'elle ne commence. J'ai fait ce que tu n'as pas eu le courage de faire. J'ai nettoyé ton désordre. J'ai protégé notre empire. Tu devrais être à genoux en train de me remercier. » Thibault la regarda, et pour la première fois en 5 ans de mariage, il vit le véritable monstre avec qui il partageait le lit. Un monstre de glace et d'avarice. « Tu es malade », murmura Thibault en se redressant lentement. La fureur explosive fut remplacée par un calme sépulcral. « Je suis pragmatique », répondit Clémentine en croisant les bras. « Et si tu crois que cette petite scène va changer quelque chose, tu te trompes lourdement. L'enfant est toujours caché dans son trou de misère. Elle est toujours une criminelle radiée, et j'ai toujours 49% des voix au conseil d'administration. Si tu essayes de divorcer, si tu essayes de reconnaître cette ordure comme ton fils, je ferai chuter les actions de l'entreprise dès demain. Je te laisserai à la rue. » Thibault ne cria pas, ne l'insulta pas. Il se contenta de glisser ses mains dans les poches de son pantalon abîmé. « Il est déjà trop tard pour ça, Clémentine. » Clémentine fronça les sourcils, déconcertée pour la première fois. « De quoi parles-tu » Thibault sortit son téléphone et lui montra l'écran. Il y avait un email envoyé à tout le conseil d'administration, aux banques internationales et aux médias financiers du pays. « Pendant que je venais, Dubois a exécuté l'ordre Oméga, » dit Thibault, savourant la façon dont la couleur disparaissait du visage de sa femme. « J'ai gelé les comptes d'entreprise, transféré la liquidité de tes fiducies vers des paradis fiscaux sous mon contrôle exclusif. Et je viens de divulguer à la presse les documents de tes pots de vin au directeur de l'hôpital Saint-Louis. » Les yeux de Clémentine s'écarquillèrent démesurément. La panique brisa enfin son masque de porcelaine. « Tu es fou. C'est de la fraude. Tu vas détruire la compagnie. Tu vas te détruire toi-même. J'ai construit cette compagnie et je vais la brûler jusqu'aux cendres avant de te laisser un seul centime, » prononça Thibault en faisant un pas vers elle, l'obligeant à reculer. « Tu n'as plus d'argent, Clémentine. Tu n'as plus de pouvoir. Tes cartes sont bloquées. Tes gardes de sécurité travaillent maintenant seulement pour moi. Thibault, tu ne peux pas faire ça. Mon père va te détruire devant les tribunaux. Qu'il essaie. Tu as 10 minutes pour faire tes valises de soie et déguerpir de ma maison. Si tu es toujours là quand l'horloge marquera l'heure, je laisserai Dubois te traîner par le jardin frontal devant les photographes qui campent déjà dehors. » Thibault lui tourna le dos, la laissant tremblante,
respirant difficilement, piégé dans la ruine instantanée qui venait de s'abattre sur elle. Il marcha vers l'escalier principal. La guerre venait de commencer, mais au moins, il avait coupé la tête du serpent. Maintenant, seule une chose comptait, Léo. Le bureau privé de Thibault, au 3e étage du manoir, était dans l'obscurité. La seule lumière provenait des écrans de son bureau, où les graphiques des actions des laboratoires Valois-Montaigne commençaient à chuter en flèche après la fuite du scandale. Thibault retira son veston taché de boue et le jeta par terre. Il déboutonna le col de sa chemise, sentant que pour la première fois depuis des années, il pouvait respirer. Il avait fait exploser une bombe nucléaire dans sa propre vie, mais il ne ressentait aucun regret. Il ressentait de l'urgence. Il appuya sur l'interphone de son bureau. « Dubois, en ligne, monsieur », répondit la voix métallique du chef de la sécurité instantanément. « Clémentine est partie. Elle a quitté la propriété il y a 2 minutes en taxi, monsieur. Les chauffeurs avaient ordre de ne pas la prendre. Elle est hystérique. Les avocats de son père inondent déjà nos lignes, menaçant de poursuites pénales et de saisies conservatoires. Ignorez-les. Les poursuites ne m'importent pas. Je veux que vous localisiez la meilleure équipe de pneumologie pédiatrique de Paris. Achetez-leur du temps. Dites-leur que je paierai le triple de leurs honoraires annuels. Préparez l'hélicoptère sur le toit immédiatement. Nous allons aller dans les quartiers. Je vais sortir Manon et Léo de cette maison en tôle cette nuit même. Qu'elle le veuille ou non, monsieur. Le protocole d'extraction. Le son strident du téléphone portable personnel de Thibault interrompit Dubois. Thibault regarda l'écran. C'était un numéro inconnu. Son cœur fit un bond inhabituel. Un frisson de pure terreur lui parcourut la nuque. Il répondit, portant l'appareil à son oreille de main tremblante. « Allô ?» De l'autre côté de la ligne, il n'y eut pas de salut, seulement le son chaotique d'alarmes médicales, de pleurs lointains et de voix criant dans un écho stérilisé. Et puis sa voix, brisée, déchirée, totalement détruite. « Thibault !» sanglota Manon. Sa voix était un fil de désespoir pur. Thibault se leva d'un bond, faisant tomber la chaise en cuir en arrière avec violence. « Manon, que se passe-t-il? Où es-tu? Aide-moi, s'il te plaît. »« Je t'en supplie, Thibault, aide-moi » supplia Manon, traînant les mots entre des larmes incontrôlables. L'orgueil qu'elle avait maintenu intact dans l'allée avait complètement disparu. Il ne respire plus, Léo. Il ne respire plus. Le monde entier s'arrêta pour Thibault Valois. Les murs de son luxueux bureau semblèrent se refermer sur lui. « Que veux-tu dire par « il ne respire plus » ? Parle clairement, Manon. Où diable es-tu ? À l'hôpital général public, celui du centre-ville, allaita Manon, pouvant à peine former les phrases. Le médicament, les ordures que j'ai recyclées étaient contaminées. Léo a fait une réaction allergique massive. Ses poumons ont lâché. Il est en train de mourir entre mes mains, Thibault. Mon enfant est en train de mourir. Non, ne le laisse pas mourir, monsieur, rugit Thibault, sentant son cœur être arraché de sa poitrine. Il courut vers la porte du bureau. Je suis en route. Dis au docteur de tenir bon. Je vais le transférer à ma clinique privée tout de suite. Il n'y a pas le temps pour les transferts, cria Manon, sa voix étouffée par la panique. Il est intubé, mais le ventilateur de l'hôpital ne fonctionne pas bien. Il a besoin de pulmocalme B, intraveineux pur, une dose de choc maintenant, ou son cerveau cessera de recevoir de l'oxygène dans 15 minutes. Ils n'ont pas ce médicament ici, il est trop cher pour un hôpital public. Thibault se figea dans le couloir de son manoir. Pulmocalme, son propre médicament, celui qu'il avait lui-même ordonné de fabriquer et de rendre plus cher. Son fils était en train de mourir asphyxié parce que l'hôpital des pauvres ne pouvait pas payer la somme imposée par le père de l'enfant. L'ironie était une torture physique, sadique et létale. Écoute-moi, Manon. Regarde-moi dans les yeux dans ton esprit. Léo ne va pas mourir aujourd'hui. Tu m'entends? J'arrive avec les putains d'ampoules. Dis au médecin de le maintenir en vie avec un massage cardiaque si nécessaire. J'arriverai avant 15 minutes. Thibault coupa l'appel sans attendre de réponse. Il courut dans les couloirs de marbre de sa maison comme un fou, sautant les marches 3 par 3 vers le toit. Il pressa l'interphone de sa montre satellite. « Dubois, annule l'équipe médicale. Dis au pilote d'allumer les moteurs de l'hélicoptère. Maintenant. »« Monsieur, l'hélicoptère est prêt, mais l'espace aérien. Appelez les laboratoires centraux de l'entreprise dans le parc industriel. Ordonnez qu'ils descendent à l'héliport 3 boîtes de pulmocalme intraveineux pur. Nous allons atterrir, récupérer les flacons et voler directement vers le toit de l'hôpital général public. » Il y eut un silence de 2 secondes sur la ligne. Un silence qui sembla à Thibault une éternité létale. « Monsieur,
Nous avons un grave problème, répondit Dubois. La voix de l'ex-militaire, toujours stoïque, sonnait maintenant tendue et urgente. Il n'y a pas de problème aujourd'hui, Dubois. Mon fils est en train de mourir. Ordonnez au laboratoire de sortir le médicament dans la rue. Je ne peux pas, monsieur. Et vous non plus. Thibault poussa la lourde porte en acier qui donnait sur le toit. Le vent violent des pales de l'hélicoptère le frappa au visage. Mais les mots de son chef de la sécurité le paralysèrent sur le seuil. « Que dites-vous, Dubois? Je suis le président de cette entreprise. »« Plus maintenant, monsieur, » répondit Dubois par-dessus le bruit des turbines. Les avocats de la famille de Montaigne ont agi plus vite que nous ne le pensions. Ils viennent de déposer une ordonnance de restriction fédérale. Comme vous avez gelé les actifs partagés sans ordonnance judiciaire, Clémentine a convaincu un juge de garde que vous souffrez d'un épisode d'instabilité mentale et tentez de saboter la fusion. Le cœur de Thibault battit si fort qu'il menaçait de lui briser les côtes. Qu'est-ce que ça signifie en termes simples, Dubois? Parlez. Cela signifie que le juge a gelé toutes vos accréditations d'accès. Monsieur, les portes des laboratoires centraux viennent d'être bloquées électroniquement. Les gardes du parc industriel ont des ordres fédéraux de ne laisser entrer ni vous, ni moi, ni l'hélicoptère. Les stocks de haute spécialité, y compris le pulmocalme, sont sous scellés légaux. Si nous atterrissons là, basse, et tentons de sortir une seule ampoule, les gardes ont l'ordre d'ouvrir le feu. Thibault regarda l'hélicoptère noir brillant qui l'attendait. Son argent, son pouvoir, ses contacts, tout s'était évanoui dans l'air au moment exact où la vie de son fils en dépendait. Clémentine lui avait tendu un piège parfait. Non seulement elle allait le détruire financièrement, mais elle allait laisser son fils mourir asphyxié pendant qu'il regardait de l'extérieur de ses propres laboratoires. L'horloge tournait. 13 minutes. Thibault serra les dents, sentant le goût métallique du sang dans sa bouche. « Dites au pilote de décoller, Dubois. Monsieur, je vous préviens, si nous atterrissons au laboratoire, ils nous arrêteront avant que nous puissions toucher les coffres. Nous n'avons pas d'autorité. Nous n'avons pas besoin d'autorité, Dubois, grogna Thibault, en marchant vers l'hélicoptère sous la tempête de vent, avec le regard d'un homme qui n'avait absolument plus rien à perdre. Nous avons besoin de puissance de feu. Dites à votre équipe tactique de charger leurs armes. Nous allons prendre d'assaut notre propre entreprise. L'hélicoptère bimoteur fendit le ciel nocturne de Paris comme une lame noire. En bas, les lumières de la ville se fondaient dans une mer de néons et d'ombre, mais Thibault Valois ne regardait pas par le hublot. Ses yeux étaient fixés sur le chronographe de sa montre-bracelet. 9 minutes. C'était le temps exact qu'il restait au cerveau de Léo avant que le manque d'oxygène ne cause des dommages irréversibles, ou pire encore, la mort clinique. 9 putains de minutes. Plus vite, rugit Thibault par l'oreillette de communication, sa voix rivalisant avec le vacarme assourdissant des turbines. Poussez les moteurs à fond, peu importe si vous les brûlez. Nous sommes à la limite, monsieur, répondit le pilote, en sueur froide, tandis qu'il manœuvrait l'appareil lourd en esquivant les gratte-ciel. Je visualise le parc industriel, mais les lumières de l'héliport des laboratoires centraux sont au rouge. Ils ont activé le protocole d'exclusion aérienne. À travers le pare-brise du cockpit, Thibault vit l'imposant complexe de verre et d'acier noir qui abritait le cœur de son empire pharmaceutique. Les alarmes stroboscopiques clignotaient furieusement sur le toit. Et pire encore, sous les lumières de secours, une escouade tactique de sécurité privée était déployée en formation de combat autour de la piste d'atterrissage. Ils portaient des gilets pare-balles, des casques balistiques et des fusils d'assaut pointés directement vers le ciel. Ses propres hommes, achetés et contrôlés maintenant par l'ordre fédéral de Clémentine. « Atterrissez », ordonna Thibault en détachant sa ceinture de sécurité. « Monsieur, ont-ils l'autorisation d'ouvrir le feu si nous touchons la piste ?» cria le pilote terrifié. Dubois, assis en face de Thibault dans la cabine arrière, arma sa mitraillette compacte d'un claquement métallique et létal. Ces 4 hommes d'élite firent de même en parfaite synchronisation. « Faites atterrir cet engin tout de suite ou je vous tire dessus moi-même », prononça Dubois avec une froideur effrayante. Le pilote déglutit, fit un virage brusque et laissa tomber l'hélicoptère en piqué. Les patins d'atterrissage heurtèrent le béton du toit avec une violence qui secoua toute la structure. Avant que les pales ne cessent de tourner, Thibault donna un coup de pied dans la porte coulissante et sauta sur le toit, enveloppé dans le vent assourdissant des rotors. « Stop, monsieur Valois !» cria le capitaine Moreau de l'escouade au sol à travers un mégaphone à 20 mètres de distance. Une douzaine de pointeurs laser rouges se fixèrent instantanément sur la poitrine de Thibault et la tête de Dubois. « Nous avons une ordonnance de restriction fédérale exécutoire. Le complexe est sous confinement. Descendez de la plateforme.
et mettez les mains sur la tête. » Thibaut ne s'arrêta pas. Il ne leva pas les mains, ne scia même pas devant les 12 fusils qui lui pointaient le cœur. Il marcha directement vers la ligne de tir d'un pas lourd et déterminé, comme un dieu de la guerre descendant aux enfers. Dubois et son équipe avancèrent en le flanquant, formant un bouclier humain asymétrique avec les armes en l'air, prêts à déclencher un massacre sur le toit de leur propre siège social. « Tire si tu as le courage, Moreau », rugit Thibaut, reconnaissant le capitaine des gardes par son nom. « Tire, et je jure que je les tue tous avant que mon corps ne touche le sol. Mon fils est en train de mourir dans un hôpital public et je viens chercher son médicament. Dégage de mon putain de chemin. » Le capitaine Moreau hésita. Son doigt trembla sur la gâchette. Il travaillait pour l'entreprise, oui, mais Thibaut Valois était l'entreprise. La fureur démoniaque dans les yeux du magnat n'était pas celle d'un dirigeant désespéré, c'était celle d'un père prêt à baigner le toit de sang. Moreau baissa le canon de son fusil d'1 pouce. Ce fut suffisant. « Ouvrez le passage !» cria le capitaine à ses hommes en s'écartant. Les mercenaires baissèrent leurs armes, se séparant comme la mer Rouge. Thibaut passa entre eux sans regarder en arrière, suivi de près par Dubois, donnant un coup de pied à la porte d'accès de la cage d'ascenseur. « Niveau négatif 3. Chambre froide de haute sécurité », ordonna Thibaut en entrant dans l'ascenseur en verre. Dubois glissa sa carte d'accès-maître. L'ascenseur descendit en chute libre contrôlée, avalant les étages en quelques secondes. Le silence dans la cabine était agonisant. Thibaut regarda sa montre. 7 minutes. Les portes s'ouvrirent au sous-sol. La climatisation du niveau négatif 3 était glaciale. Devant eux se dressait une porte circulaire en titane pur de 2 mètres d'épaisseur, incrustée dans un mur de béton renforcé. C'était le coffre-fort où étaient stockés les flacons de première ligne, les prototypes et les biologiques les plus précieux et dangereux du continent, y compris le Pulmocalm B. Thibaut courut vers le panneau de contrôle latéral, posa la paume de sa main droite sur le scanner biométrique et approcha son œil du lecteur de rétine. Une lumière verte horizontale scanna son visage. Le système bourdonna. Thibaut retint son souffle, attendant le claquement habituel des engrenages en titane se libérant. Au lieu de cela, la lumière verte clignota et devint d'un rouge intense et sanglant. Une voix synthétique féminine résonna dans le couloir souterrain. Accès refusé. Information biométrique bloquée. Fermeture de sécurité par ordre du conseil d'administration. Code de dérogation requis. Thibaut recula comme s'il avait reçu un coup de poing à la mâchoire. Il frappa le panneau de verre du poing fermé, brisant l'écran en morceaux. « Dubois, faites sauter cette porte. Mettez du 4 sur les charnières !» cria Thibaut, complètement hors de lui, la voix brisée par la panique. Dubois s'approcha en courant de la porte en titane, examina le cadre d'étanchéité sous vide et secoua lentement la tête. « Je ne peux pas, monsieur. Je vous paye pour que vous puissiez, monsieur. Faites sauter la porte. »« Ce n'est pas la porte, monsieur, c'est ce qu'il y a dedans », cria Dubois en agrippant Thibaut par les épaules pour le faire réagir. « Vous avez vous-même conçu ce coffre-fort. Il est scellé sous vide thermorégulé. Si je fais exploser des explosifs plastiques pour créer une brèche, l'onde de choc et le changement de pression instantané vont vaporiser tous les flacons en verre à l'intérieur. Le Pulmocalm B est un composé instable. Il se réduira en poussière si nous faisons sauter le coffre-fort. Le monde entier s'effondra sur la tête de Thibaut. Il chancela en arrière, appuyant son dos contre le mur froid de béton. Son propre génie, sa paranoïa d'entreprise, son obsession de protéger ses milliards de dollars, venait de devenir la tombe de son fils. Clémentine le savait. Elle savait qu'il tenterait d'entrer de force, et elle savait que la violence ne lui servirait à rien. C'était le blocage maître, un piège dont il ne pouvait pas sortir. En tirant, 6 minutes. Le téléphone de Thibaut vibra dans sa poche. Il le sortit de main tremblante. C'était un message de Manon. Seulement 2 mots qui lui gelèrent l'âme. « Il est cyanotique. Dépêche-toi. » Léo était en train de devenir bleu. L'oxygène n'arrivait plus à ses organes. Il s'asphyxiait. Thibaut ferma les yeux et laissa couler une larme de pure impuissance, épaisse et lourde, qui roula sur sa joue sale. Il regarda le coffre-fort en titane. Son fils était de l'autre côté de la ville, en train de mourir, et le remède était à 3 mètres, caché derrière un mur inébranlable de bureaucratie, de vengeance et d'acier. Il ouvrit les yeux. Le désespoir disparut, remplacé par une clarté glaciale, absolue et terrifiante. Il n'y avait qu'une seule clé pour ouvrir cette porte, et elle allait lui coûter tout ce qu'il possédait. Thibaut déverrouilla son téléphone, ignora le message de Manon et composa un numéro direct via une ligne cryptée. Il sonna 1 fois. Il sonna 2 fois. Au 3e, l'appel vidéo se connecta. L'écran s'éclaira.
montrant le visage de Clémentine de Montaigne. Elle était assise dans le luxueux bureau en bois de cerisier de son père, fumant une cigarette ultra mince. Un sourire subtil, venimeux et victorieux courbait ses lèvres parfaitement peintes en rouge. « Des problèmes pour entrer chez toi, mon amour ?» demanda Clémentine d'un ton de fausse compassion qui fit serrer la mâchoire de Dubois en l'entendant par le haut-parleur. Thibault ne perdit pas de temps, il ne cria pas, ne l'insulta pas. Chaque seconde qu'il passait à s'occuper de son ego était une seconde d'oxygène qu'il volait à son fils. « Que veux-tu » demanda Thibault d'une voix plate, morte, tenant le téléphone devant son visage dans le couloir souterrain. « Mets un prix, Clémentine. Dis le nombre. De quoi as-tu besoin pour taper le code dans ton système et ouvrir ce coffre-fort tout de suite ?» Clémentine tira sur sa cigarette et expira lentement la fumée devant la caméra. « Tiens, où est passé le lion furieux qui m'a chassé de son manoir il y a une demi-heure? Où est passé l'homme qui allait brûler mon monde jusqu'aux cendres ?» se moqua-t-elle en se penchant en avant. « Tu m'as dit que tu avais tout gardé, Thibault. Mais il semble que tu aies oublié que le conseil d'administration peut annuler tes accréditations de sécurité si je prouve que tu es un risque pour la compagnie et que tu as pris d'assaut tes propres laboratoires avec des preuves. Mercenaires armés. Eh bien, disons que le juge m'a donné raison. 5 minutes, Clémentine. Mon fils meurt dans 5 minutes. Dis ton putain de prix. » Clémentine effaça le sourire de son visage. Ses yeux devinrent 2 morceaux de charbon ardent. Tout. Le mot résonna sur les murs de béton du niveau négatif 3. « Je veux tes 51% d'actions avec droit de vote, » dicta Clémentine, avec la rapidité létale d'un requin sentant le sang. « Je veux le brevet exclusif du Pulmocalm B et de tous les biologiques en développement. Je veux le manoir de Neuilly. Je veux les fonds d'investissement aux îles Caïmans et je veux ta signature sur un acte de renonciation absolue en tant que PDG des laboratoires Valois-Montaigne, cédant le contrôle total et perpétuel à ma famille. » Dubois, en entendant les demandes, fit un pas en avant, alarmé. « Monsieur, ne le faites pas » murmura le chef de la sécurité, brisant la chaîne de commandement. « C'est un suicide financier. Votre patrimoine est évalué à plus de 4 milliards d'euros. Il va vous laisser littéralement à la rue. Vous n'aurez même pas de quoi payer le carburant de l'hélicoptère pour le retour. » Thibault leva une main, faisant taire Dubois instantanément. Il ne quitta pas l'écran du téléphone des yeux. « Envoyez le contrat numérique » ordonna Thibault sans que sa voix ne tremble. Clémentine haussa un sourcil, sincèrement surprise qu'il n'y ait ni objection ni négociation. « Mon équipe d'avocats l'a déjà rédigé », dit-elle en appuyant sur une touche de son ordinateur, hors champ. « Il est dans votre boîte de réception. Un contrat intelligent. Dès que le système validera votre signature biométrique, les actions seront transférées et le code du coffre-fort sera automatiquement libéré. » Le téléphone de Thibault émit un bip aigu. Il ouvrit le courriel. Il était là. Des centaines de pages de jargon juridique conçu pour le dépouiller de chaque centime qu'il avait gagné, volé ou construit au cours des 20 dernières années. Toute sa vie, son statut, son empire, son pouvoir sur la vie et la mort, réduits à un document PDF, il posa son pouce sur le scanner du téléphone. Pendant une microseconde, il hésita, pensa au conseil d'administration, au respect des politiciens, au jet privé et à la couronne de roi qu'il portait sur la tête depuis la mort de son père. Et puis il se rappela la petite maison en tôle, il se rappela les petits yeux noirs de Léo, le regardant dans l'obscurité, toussant du sang. Il se rappela Manon à genoux, lavant des ordures. Thibault pressa son pouce contre l'écran, validant la signature. Transfert terminé. Le son d'une notification sur l'ordinateur de Clémentine s'entendit dans l'appel. Thibault venait de donner 4 milliards d'euros en 3 secondes. Il venait de se détruire lui-même. « Un plaisir de faire affaire avec vous, Thibault », dit Clémentine, les yeux brillants de cupidité, et coupa l'appel. Il y eut une seconde de silence mortel au sous-sol. Dubois retint sa respiration et puis clac, clac, clac. Les immenses verrous mécaniques de la porte en titane commencèrent à se rétracter. Les alarmes rouges s'éteignirent, remplacées par une douce lumière blanche d'hôpital. Avec un sifflement lourd de décompression, la porte circulaire de 2 mètres d'épaisseur s'ouvrit lentement. Thibault n'attendit pas qu'elle s'ouvre complètement. Il se glissa par l'interstice, entrant de côté dans le congélateur hyperbare. Le froid extrême à négatif 30 degrés lui brûla les poumons en inhalant, mais il s'en moquait. Il courut dans les couloirs d'étagères métalliques couvertes de givre, à l'étroit. Section B, pédiatrie critique. Là, il y avait une petite boîte isotherme bleu vif avec le logo de l'entreprise qui ne lui appartenait plus. Pulmocalm B, intraveineux. Il saisit la boîte des 2 mains, la sentant plus précieuse que tout l'or de la planète.
Il sortit en courant du coffre-fort, poussant Dubois vers les ascenseurs. « À l'hélicoptère maintenant !» cria Thibault, appuyant furieusement sur le bouton de montée. Ils montèrent sur le toit comme un éclair. Thibault sauta dans la cabine de l'appareil avant que les patins ne soient complètement stables. « Hôpital général public !» ordonna-t-il à plein poumon en sécurisant la boîte bleue sur ses genoux. « Il nous reste 4 minutes. Si vous n'arrivez pas dans 3 minutes, je vous jette par la porte. » L'hélicoptère décolla en un angle suicidaire, laissant derrière lui le siège social en verre, laissant derrière lui la fortune de Thibault, laissant derrière lui l'homme qu'il était autrefois. Tandis que les lumières de la ville défilaient à des vitesses vertigineuses, Thibault serra la petite boîte bleue contre sa poitrine, maculant le logo du sang et de la boue de son costume. Il avait perdu la guerre d'entreprise, il avait perdu son trône. Mais pour la première fois de toute son existence misérable et vide, Thibault Valois se sentit comme un roi. « Tiens bon, Léo » murmura-t-il dans le vide, regardant l'abîme sombre du ciel au-dessus de Paris. « Papa arrive. » L'hôpital général public apparut à l'horizon comme un bloc de béton gris, laid et détérioré, éclairé par des lumières fluorescentes vacillantes qui criaient la misère et l'abandon. L'horloge de Thibault marquait exactement 2 minutes et 40 secondes. « Il n'y a pas d'héliport, monsieur » cria le pilote par l'interphone, la terreur déformant ses traits, tandis que l'hélicoptère descendait en piqué vers le tissu urbain dense du centre de Paris. « Le toit est plein d'antennes et de câbles à haute tension. Nous ne pouvons pas atterrir là. » Thibault se pencha par le hublot ouvert. Le vent violent lui fouettait le visage, menaçant de lui arracher la boîte isotherme bleue des mains. En bas, l'avenue principale, devant l'entrée des urgences, était bondée de circulation nocturne, de vieilles ambulances et de stands de nourriture de rue. « Atterrissez dans la rue !» rugit Thibault, détachant son harnais de sécurité. « Posez-le au milieu de l'avenue. Il y a des voitures ?»« Non, monsieur. Nous allons causer un massacre. »« Dubois !» cria Thibault, se tournant vers son chef de la sécurité. Serge Dubois ne posa pas de questions. Il se pencha par la porte latérale de l'hélicoptère, leva son fusil d'assaut et visa l'asphalte. Il tira une rafale de 3 coups en l'air, suivi du hurlement assourdissant de la sirène d'urgence de l'aéronef. La panique éclata sur l'avenue. Les conducteurs, terrifiés par le bruit des tirs et le monstre noir de 5 tonnes tombant du ciel, appuyèrent sur l'accélérateur ou abandonnèrent leur véhicule. La foule qui attendait devant les urgences se dispersa en criant. L'hélicoptère descendit comme un oiseau de proie, détruisant les câbles électriques de la rue avec les pales. Une pluie d'étincelles électriques baigna l'asphalte. Les patins de l'appareil heurtèrent brutalement le toit d'une berline abandonnée au milieu de l'avenue, l'écrasant complètement pour se stabiliser. Avant que le métal ne finisse de grincer, Thibault sauta dans la rue. Il ignora la douleur lancinante dans ses genoux due à l'impact. Il ignora les cris des gens. Il serra la boîte isotherme bleue contre sa poitrine tachée de sang et de boue et courut vers les portes vitrées des urgences avec la vitesse d'un homme qui fuit l'enfer lui-même. Dubois le suivait à 3 pas, se frayant un chemin à coups de coude entre brancardiers et patients. « Manon !» cria Thibault en faisant irruption dans la salle d'attente bondée où l'odeur de chlore bon marché et de sueur saturait l'air dense. Personne ne lui prêta attention. Le chaos d'un hôpital public à l'aube dévorait tout. Il courut vers le comptoir de la réception, sautant par-dessus des chaises en plastique cassées. Un garde de sécurité privé tenta de l'arrêter. « Hé, vous ne pouvez pas passer par. » Dubois prit le garde par le gilet et le projeta contre le mur sans s'arrêter, laissant le passage libre. Thibault donna un coup de pied aux portes battantes de la zone de traumatologie. Le couloir était rempli de brancards ensanglantés et de médecins courants, et alors il la vit. Manon était agenouillée sur le linoléum sale, à l'extérieur du box numéro 3. Ses mains couvraient son visage. Elle se balançait d'avant en arrière, émettant un sanglot si primitif, si déchirant, qu'il glaça le sang dans les veines de Thibault. C'était le son d'une mère à qui on vient d'arracher l'âme du corps. « Non, non, Léo, s'il te plaît, non !» criait-elle, frappant le sol de ses poings serrés. Le cœur de Thibault s'arrêta. L'horloge marquait 0. Il laissa tomber son poids contre la porte vitrée du box et entra comme un ouragan. La scène à l'intérieur était un cauchemar médical absolu. Léo était sur une civière en acier rouillé. Sa petite peau, qui partageait auparavant le teint brun de Thibault, était maintenant d'un gris bleuté cadavérique. Ses lèvres étaient violettes. Un tube en plastique rigide descendait le long de sa gorge, connecté à un ventilateur manuel qu'un jeune interne pompait frénétiquement de mains tremblantes. Le moniteur de signes vitaux n'émettait pas de bips rythmiques. Il émettait un son long, continu et strident, une ligne plate.
Un médecin âgé, en sueur, retira ses mains de la petite poitrine de Léo et regarda l'horloge murale. Heure du décès. 3h14 du matin. Non. Le rugissement de Thibault ébranla les fondations de l'hôpital. Il se jeta sur la civière, poussant le médecin-chef avec une telle violence que celui-ci heurta les étagères de médicaments, faisant tomber des dizaines de flacons de verre au sol. Thibault jeta la boîte isotherme bleue sur le plateau métallique, l'ouvrit de main tremblante si violemment qu'il se coupa avec le verrou thermique. Il arracha une fiole de verre transparente contenant le Pulmocalm 5 et une seringue épaisse de qualité militaire. « Retirez-vous, monsieur !» lui cria l'infirmière en chef, tentant d'agripper Thibault par le bras. « Appelez la sécurité. Le patient est en arrêt cardiaque. Vous ne pouvez rien lui injecter. » Dubois entra dans le box à 7 millisecondes, dégaina son arme de service et pointa le plafond. « Personne ne touche à cet homme », ordonna Dubois d'une voix qui fit taire la panique. « S'il dit de sauver l'enfant, vous sauvez l'enfant ou cet hôpital se transformera en abattoir. » Thibault n'entendit pas la menace de son chef de la sécurité. Il n'entendit pas les cris de Manon depuis le couloir. Sa vision se réduisit à une vision tunnel. Il prit la seringue, enfonça l'aiguille dans la membrane en caoutchouc de la fiole et aspira 10 millilitres du composé cristallin. Ses mains, qui avaient signé des fusions de 50 millions d'euros sans trembler, étaient maintenant incapables de trouver la voie intraveineuse dans le bras de son fils. Thibault, la voix de Manon, rauque et brisée, retentit derrière lui. Elle était entrée dans le box. Elle vit la fiole avec le logo de l'entreprise. Elle vit le sang de Thibault maculant le verre. Elle vit la ligne plate sur le moniteur. L'instinct maternel et la précision de la meilleure infirmière de l'hôpital Saint-Louis se réveillèrent soudainement sous la terreur. Manon s'approcha, écarta doucement les mains de Thibault et prit la seringue. Elle n'hésita pas. Elle injecta l'aiguille directement dans le port intraveineux central qui pendait du cou de Léo et poussa le piston à fond. Le liquide salvateur disparut dans la circulation sanguine de l'enfant. « Massage cardiaque », ordonna Manon avec une froideur robotique, regardant le jeune médecin réside qui restait paralysé. « Fais un putain de massage cardiaque tout de suite pour que le sang fasse circuler le médicament. » Le jeune médecin réagit, posa 2 doigts sur le sternum de Léo et commença à compresser. 1, 2, 3, 4 fois. Thibault recula d'un pas, appuyant son dos contre le mur froid, sentant que ses propres jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il ne pouvait plus respirer. Chaque seconde était une éternité de torture. Il regardait la ligne verte et plate sur l'écran du moniteur, priant un Dieu auquel il avait cessé de croire il y a longtemps. 10 secondes. Rien. 15 secondes. Léo était toujours bleu. 20 secondes. Le silence de l'arrêt cardiaque dominait la pièce. Thibault ferma les yeux, se préparant à l'obscurité totale, se préparant au châtiment divin pour son arrogance, pour Clémentine, pour les 5 années d'abandon. Il avait perdu son empire pour rien. Il était arrivé trop tard. Et alors, BIP. Thibault ouvrit brusquement les yeux. BIP. La ligne plate sur l'écran du moniteur s'arqua, formant une petite montagne verte, puis une autre et une autre. La poitrine de Léo s'arqua brusquement sur la civière, comme si un éclair invisible lui avait traversé la colonne vertébrale. Ses petits yeux s'ouvrirent en grand, injectés de sang, cherchant l'air avec un désespoir sauvage. Le médecin réside lui arracha le tube de la gorge. Instantanément, Léo inhala. Ce fut un son humide, profond, rauque, le son le plus beau que Thibault Valois ait entendu en 48 ans de vie. L'enfant toussa violemment, crachant du liquide pulmonaire sur la blouse de Manon, puis laissa échapper un cri fort, clair et rempli d'oxygène pur. La couleur cyanotique commença à s'estomper de sa peau, remplacée par un rose chaud et vital. Manon s'effondra sur la poitrine de son fils, l'embrassant avec une force protectrice, enfouissant son visage dans son cou tandis qu'elle pleurait à chaudes larmes, mais cette fois c'étaient des cris de gratitude absolue. Les médecins de l'hôpital public se regardaient, incrédules. Ils venaient d'assister à un miracle médical alimenté par un médicament qu'ils n'avaient jamais vu de leurs mains. Thibault glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol sale des urgences. L'homme aux 4 milliards d'euros, le roi de verre, cacha son visage entre ses genoux et commença à pleurer en silence. Ses épaules tremblaient convulsivement. Il avait perdu Valois-Montaigne Pharma. Il avait perdu sa fortune, sa maison, son avenir corporatif. Mais la ligne du moniteur continuait de sonner fort, rythmique, imparable. Bip, bip, bip. Thibault sourit à travers ses larmes. Il ne s'était jamais senti aussi immensément riche. L'aube se leva sur Paris comme un incendie de lumières oranges et violettes, éclairant le chaos urbain. 4 semaines se sont écoulées. Le plus grand scandale financier de la décennie
continuait de dominer les gros titres. Le conseil d'administration des laboratoires de Montaigne, dirigé maintenant par Clémentine, avait découvert le cadeau empoisonné que Thibault leur avait laissé. Oui, elle avait le contrôle total. Oui, elle avait les brevets. Mais Thibault avait vidé les fonds de recherche et rompu les contrats internationaux avant de signer sa reddition. Clémentine n'avait pas hérité d'un empire. Elle avait hérité d'une coquille vide et de dettes de plusieurs milliards. Les actions avaient chuté de 60%. La famille de Montaigne était en ruine, noyée dans des audits fédéraux pour les pots de vin hospitaliers que Thibault avait divulgués. Mais tout cela n'importait plus à Thibault. L'air dans la partie haute des quartiers était frais. L'asphalte détruit était humide de la pluie de la nuit précédente. Thibault marchait dans la rue étroite et escarpée de la cité. Il ne portait plus un costume Tom Ford à 9 000 €. Il portait un jean usé, des bottes de travail à semelles épaisses et une chemise en coton à carreaux avec les manches retroussées jusqu'au coude. Il n'y avait pas d'escorte, pas de SUV blindé. Il portait dans une main un sac de marché en plastique rempli de fruits frais, de viande et de pain chaud. Dans l'autre, il tenait une petite boîte en bois avec un jeu de blocs de construction. Il s'arrêta devant la maison à flanc de colline, le même mur de briques fissurées apparentes, le même toit de tôle. Mais maintenant, la porte métallique rouillée n'était pas fermée à clé, elle était grande ouverte, laissant entrer la lumière propre du matin. Thibault passa la tête. À l'intérieur, la petite table bancale était recouverte d'une nappe propre. Manon était dos à la porte, faisant frire des œufs sur une cuisinière à 2 brûleurs. Elle portait des vêtements civils simples, les cheveux détachés tombant sur ses épaules. Elle ne portait plus l'uniforme usé, ni les gants jaunes, ni le poids écrasant de la terreur sur le dos. Au pied de la table, assis sur le sol en terre propre, se trouvait Léo. L'enfant avait repris du poids. Ses yeux brillants et sombres, le reflet vivant de son père, étaient concentrés sur le jeu avec une petite voiture en plastique à laquelle il manquait une roue. Sa respiration était profonde, silencieuse et parfaite. Thibault frappa doucement le cadre de la porte métallique avec ses jointures. Manon se retourna. En le voyant là, debout sur le seuil sans son masque de Magna, un petit sourire timide apparut sur son visage. La rage, la rancœur et la haine avaient commencé à guérir. Il avait donné son monde entier pour la vie de son fils, et elle le savait. Les blessures prendraient du temps, être des années, mais le mur de glace s'était brisé. Léo leva les yeux en entendant le bruit. Ses yeux énormes se fixèrent sur l'homme grand à la porte. Il lâcha la petite voiture en plastique, se leva rapidement et courut vers l'entrée avec ses petits pas pressés. Thibault lâcha immédiatement les sacs de nourriture, les laissant tomber dans la terre. Il tomba à genoux, ouvrant les bras juste à temps. L'impact du petit corps de Léo heurtant sa poitrine fut la force la plus grande et la plus dévastatrice que Thibault ait ressentie dans l'univers. L'enfant entoura le cou de son père de ses petits bras minces, enfouissant son visage dans l'épaule de Thibault, respirant avec la force d'un ouragan vivant. Thibault ferma les yeux et enfouit son visage dans les cheveux sombres de Léo. Il inhala l'odeur du savon bon marché et de la vie pure. Il le serra contre sa poitrine d'une force protectrice et inébranlable. Les larmes jaillirent de nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes d'un homme libre. « Bonjour, champion !» murmura Thibault d'une voix brisée par l'amour le plus pur et le plus sauvage qu'un humain puisse éprouver. Léo se sépara un peu, le regarda dans les yeux et lui adressa un immense sourire, sans aucune trace de maladie ou de peur. « Tu as apporté mes blocs, papa », dit l'enfant en montrant la boîte tombée au sol. Le mot « papa » flotta dans l'air humble de la maison en tôle. Il ne résonna pas dans des couloirs de marbre, ne fut pas prononcé devant des héritiers d'entreprise, ni lors de réunions d'actionnaires. Il fut prononcé au cœur de la misère, où Thibault Valois avait trouvé la seule véritable richesse de sa vie. Thibault lui rendit son sourire, ramassa les blocs de bois et prit son fils dans ses bras, le soulevant du sol comme s'il s'agissait du trophée le plus sacré du monde. Il entra dans la maison où l'arôme du café fraîchement moulu et la chaleur du foyer l'attendaient. L'empire de verre était tombé en cendres, mais l'empire de sang commençait à peine à se construire.